Les dernières révélations sur le complot contre Assimi Goïta au Mali, c'est le thème du forum de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Didier Noureddine Alouï, il est journaliste, consultant en communication, consultant en communication pour un changement de comportement social. Voilà, je suis arrivé finalement, le directeur général d'Africa Dev. Et Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Deuxième partie pour vous, fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux déjà. Je vais relayer vos messages d'un moment à l'autre, le temps de finir avec mon protocole ici, parce qu'il me reste deux questions. Parce qu'il faut se la poser tout de même, parce que ceux qui font des complots, il faut s'interroger sur les conséquences possibles d'une interruption brusque de cette transition au Mali. Ça peut être très dur pour l'AES, Sogoyou Kegewe. Une interruption de la transition au Mali serait une catastrophe. Pas pour le Mali seul, pas même pour l'AES seul. C'est pour toute la race noire à travers le monde. Parce que c'est pour que les suprémacistes blancs là disent « Ah, on vous avait dit non, les noirs là, ils sont capables de rien. Il a commencé, ça fait combien de jours? Ils sont déjà essoufflés. » Donc, le Mali nous tient en haleine parce qu'il est le point de départ de ce qui est arrivé dans le Sahel. Après le Mali, il y a eu le jeune président Traoré. Après le jeune président Traoré, il y a le général Tiani au Niger. Donc, si on arrive à déboulonner le premier modèle, c'est qu'on a mis en difficulté, je ne dis pas qu'il va s'effondrer, non, mais qu'on a mis en difficulté les deux autres modèles et on a semé le doute dans le cœur de tous les Africains que nous sommes. On va se demander finalement, est-ce que nous pouvons faire quelque chose de sérieux? Et c'est là, je voulais peut-être faire une chose pour dire que mais, les élites qui dirigent nos pays, ils n'ont qu'à réfléchir. C'est vrai, on accuse la France, mais le lieutenant-colonel machin français, mais s'il est seul à Bamako, il ne peut rien faire. Mais il peut faire s'il y a des élites africaines qui le suivent. Et un général, ce n'est pas n'importe quoi. Les généraux, ça ne court pas les rues. Quand on te donne général, tu es fier, tu portes des étoiles. Quand quelqu'un porte les étoiles, là, ça veut dire que tu es dans le ciel. Hein, et tu portes les étoiles qui appartiennent à ton peuple. Ça doit te faire sentir le poids de ta responsabilité vis-à-vis de ton peuple. Donc si les élites africaines, militaires comme civiles, sont juste intéressés par leur ventre, hein, appartement à Paris, villa en Amérique, heureusement que Donald Trump, les biens des choses là, il est en train d'en finir avec. Mais dans les pays où on encourage la corruption des élites noires, toutes les portes sont ouvertes pour que les gens viennent cacher leur argent, achètent tout ce qu'ils veulent. C'est le jour où ces gens perdent le pouvoir qu'on leur dit « Ah, bien mal acquis ». Pourtant, quand il venait, vous ne lui avez pas dit « Écoutez, tu as pris ça où ?» Donc, il faut que les Africains, ceux qui parlent, comme nous qui parlent, il faut qu'ils joignent l'acte à la parole. Notre corruption, ce n'est pas les Français qui viennent individuellement nous dire d'être corrompus. Je connais des gens qui sont corrompus. Je connais des gens qui ont volé des milliards. Ils n'ont jamais étudié en France. Ils n'ont jamais rien eu avec les Français. Mais ils sont corrompus. Donc, c'est pourquoi je parlais ici de la nécessité de faire une éducation idéologique et une éducation patriotique. J'ai vu la dernière fois au Burkina, je crois, il y a 1000 jeunes bacheliers qui sont camp de vacances initiés au patriotisme. Bravo le président Traoré, mais ce n'est pas 1000 jeunes. C'est tous les jeunes qu'il faut initier, et pas seulement au Burkina, mais c'est dans tous nos pays. Parce que les gens n'ont pas le sens du patriotisme. C'est ce qui permet à tout le monde de se lever pour parler au nom du peuple. Si tu avais le sens du patriotisme, tu saurais à quel niveau tu dois arriver avant d'avoir le toupet de parler au nom du peuple. Tu comprends? Didier, comment renforcer la stabilité du régime de transition au Mali et ailleurs? Mais il faut une prise de conscience accrue et qu'il faut que les indécis soient mieux convaincus. Je voudrais m'associer à l'ambassadeur Sogoyou pour dire qu'en réalité, il est très nécessaire pour nous sur le continent de travailler à l'émergence ou à l'essor d'un nouveau type, d'un nouveau modèle d'Africain, plus patriote, plus fidèle à sa nation,
est plus enclin à tout ce qui est vraiment développement de son pays. Parce qu'en réalité, ces espions français ou d'autres pays impérialistes qui viennent en Afrique, eux, ils sont venus, comme disent les Ivoiriens, ils sont venus pour travailler à ce que leur pays ait le djé, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Donc, nous aussi, il faut qu'on ait une éducation qui nous permette une mentalité, un changement de paradigme qui nous porte vers l'intérêt supérieur de notre pays, de notre continent. Parce que si nous ne travaillons pas à faire émerger ce type d'Africains nouveaux, eh bien tout ce que nous sommes en train de faire va tout simplement s'écrouler. Rappelez-vous de ce général au Burkinabé à qui on a promis 20 milliards pour arrêter la marche de tout un pays. Mais c'est grave, c'est pathétique et c'est interpellant. Et aujourd'hui au Mali, nous remarquons qu'il y a des généraux de cet acabit, de ce rang, qui se rendent coupables de ces genres de faits graves. Donc, je crois que, en définitive, ce qu'il faut au Mali, et pas seulement au Mali, au-delà à tous les pays de l'AES, et même les autres pays africains qui ne sont pas membres de l'AES, il faut qu'on soit réellement des patriotes sincères, engagés au service de nos nations. C'est l'essentiel. Merci. Bouban, depuis Mayotte nous écrit « Bonjour à tous. Parmi les personnes arrêtées, il y a un blanc et les restes, ce sont des Africains. Comment pouvez-vous sous-entendre que la France serait derrière cette déstabilisation? Ne pensez-vous pas que des Maliens mal inspirés peuvent être à l'origine de ce projet? Pour lui, c'est possible que ce soit des Maliens qui aient mis à contribution ce Français, Yann Vézili. Non, rien n'est exclu. On n'a absolument personne d'avance. C'est pourquoi je disais, il y aurait une justice. Maintenant, si les Maliens se chamaillent entre eux, question, d'où vient le français dedans? Où est son problème? Il est malien? Avec toute la cacophonie politique qu'il y a aujourd'hui en France, combien de généraux africains vont mêler leur bouche au combat politique qui se déroule aujourd'hui en France, où les gens se promènent avec des ULM, des engins volants, pour réclamer la démission du président. Est-ce qu'un colonel africain peut aller encourager ça? Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Il faut vraiment que la justice soit faite, que tout le monde soit éclairé, les opinions soient éclairées. Mais ceci dit, que cherchait le Français là-bas, il n'est pas malien, il n'a qu'à rester chez lui, il est diplomate, il n'a qu'à rester à l'ambassade, sortir le soir, aller au restaurant, manger, aller en boîte, danser et revenir chez lui. À part ça, il n'avait rien à faire le tour des casernes pour appeler à la rébellion. Non, je pense que dans le même ordre d'idée, au Mali aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'autres citoyens français qui sont au Mali et qui vivent et qui vaquent tranquillement à leurs activités. Bien que l'armée française soit dégagée du Mali, il y a encore des ressortissants français là-bas. Pourquoi c'est ce Vézili qu'on est allé chercher et non pas autres citoyens maliens? Non, je pense que le profil de ce Yann Vézili, c'est un profil à prendre en compte et que si on est allé le chercher dans cette affaire, certainement que nous aurons des compléments d'information et que l'enquête va aboutir. Et de toute façon, c'est lui qui aura pris les contacts avec les généraux. C'est lui qui a procédé au recrutement selon les premiers éléments de l'enquête. En tout cas, selon les premiers éléments de l'enquête sont clairs. On l'accuse de quelque chose. Il faut un approfondissement de l'enquête pour nous dire exactement quelle est l'étendue de sa responsabilité et comment est-ce qu'il travaille effectivement en étroite intelligence avec l'impérialisme. Donc on a besoin de savoir tout ça. Et comme l'a dit l'ambassadeur, il y aura certainement un jugement et que tout le monde saura au grand jour. Nous, on souhaiterait que ce soit un jugement public et qu'on laisse tout le monde se défendre et que le peuple n'est pas bête. Si vous dites la vérité, on sait. Si vous mentez également, on le sait. Donc, chers amis, ne soyez pas naïfs. Ce Vézili n'a pas été arrêté simplement parce que parce qu'il il est allé dîner dans un restaurant simplement. C'est parce qu'il y a vraiment des faits qui lui sont reprochés et que nous aurons le temps de constater quelle est l'étendue de sa responsabilité. Bonsoir, l'animateur. Toutes mes civilités à vous et au pasteur du dimanche soir.
Cher Gilles, l'ambassadeur a touché un point, à mon avis, sensible, qui est la formation de nos soldats en France. Le problème, c'est qu'on les forme bien. Par conséquent, le cerveau est lavé de tout nationalisme au profit de la France. Maintenant, n'est-il pas temps de chercher une alternative aux futurs soldats qui seront formés sur le continent? Se demande notre téléspectateur. Merci. C'est CC Comique qui nous écrit du Ghana. Oui, mais il faut, c'est obligatoire même de trouver une alternative et une autre formation. Parce que les Français ont formé nos officiers à des guerres classiques, pas à des guerres asymétriques, pas à la guérilla. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, on a plus besoin d'un spécialiste de guérilla que d'un expert en canon lourd et en choses. On préfère un jeune qui manipule les drones, hein, à quelqu'un qui sait utiliser l'artillerie lourde. Tu comprends? Donc, il faut reformer, tout comme dans l'éducation en général, il faut tout refondre et recommencer. Si moi, aujourd'hui, je veux former des militaires pour leur apprendre à se battre dans la savane contre des terroristes, mais moi, je les envoie dans des pays où il y a eu une guérilla, en l'occurrence les Vietnamiens. Ils savent ce qu'ils ont fait pour battre les Français, ils savent ce qu'ils ont fait pour battre les Américains. Et si on applique les mêmes connaissances ici, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à battre les terroristes. Voilà. Non, il y a, si vous permettez, il y a quand même un fait qui est important. Hein? C'est-à-dire que quand nos officiers sont formés dans les grandes écoles de co-officiers, il y a un fait qui est assez remarquable lorsque la formation atteint un certain niveau. Et il n'est pas illusoire de comprendre que les officiers supérieurs de l'Afrique francophone, en tout cas ceux qui ont été formés principalement en France, gardent un lien étroit avec la patrie, la patrie française, renforçant, parce que c'est des piliers, si vous voulez, des leviers sur lesquels la France s'appuie pour renforcer son influence dans nos pays. C'est un outil pour eux. C'est pour cela que dans le temps, pour devenir un officier, un haut gradé de l'armée, vous êtes obligé d'aller en France. Et arrivé en France, on profite quand même pour vous formater sur le modèle français. Bien sûr qu'on vous donne une bonne formation militaire, mais comme l'a dit l'ambassadeur, la formation militaire ne suffit pas pour défendre son pays. Il faut un patriotisme, un lien étroit, une fidélité sans faille à son pays, à son État, à sa population. Et il se trouve qu'en France, et pas seulement en France, même aux États-Unis, il n'est pas rare de voir que des officiers, des hauts gradés africains francophones qui partent là-bas, on les formate et pour certains même sont transformés en agents. Pour certains sont transformés en agents et c'est justement sur eux, on les aide à évoluer dans le métier, à atteindre des postes de responsabilité parce qu'on sait qu'on aura besoin d'eux après pour ces genres de situations et c'est déplorable. Donc, en conclusion, il faut que nous repensions donc, pas seulement le modèle de citoyen dont nous voulons, mais le modèle de militaire dont nous avons besoin, comme l'a dit Sankara, tout militaire qui n'est pas formé à une formation idéologique est un criminel en puissance. Bonjour au plateau du Forum, toutes mes civilités, salutations fraternelles depuis le Mexique. Walken Gamo Kuba Motilabe, merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites. Les puissances impérialistes ne laissent jamais les pays africains, surtout francophones qui veulent leur souveraineté en paix. La France en premier, toutes mes félicitations aux autorités maliennes patriotes qui ont pu déjouer ce complot impérialiste avec quelques Africains vendus déjà. Vive l'AES, vive le Mali libre, vive l'Afrique libre et souveraine, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Message du Burkina Faso maintenant. C'est Yameogo Barthélémy depuis le Burkina, je l'ai dit. Bonjour Gilles, bonjour Papa Sogoyou. Et Didier, plaisir pour moi de suivre cette émission, combien importante pour l'éveil des consciences. Jusqu'à demain, c'est Dieu qui protège les pays de l'AES devant la France nostalgique et ses valets et marionnettes. Longue vie à cette émission et ses intrépides animateurs pour leur disponibilité au réveil de l'Afrique. Pas de panique, Dieu est au contrôle et les valets seront toujours démasqués et traités avec succès. Bonne journée dominicale à tous. Que pensez-vous d'un sommet où les pays de l'AES font venir la France et s'asseyent pour discuter sur table clairement, pour en finir avec... Mais il y a quelque chose qui t'échappe. Hein.
La France n'aime pas discuter d'égal à égal avec les Noirs. C'est ça le problème. Est-ce que je n'ai pas dit ici plusieurs fois dans nos émissions là que la France devait revoir sa copie, voir les dirigeants actuels du Sahel, échanger avec eux, comme tu le dis, savoir quelle voie nouvelle on doit adopter pour que nos intérêts réciproques soient défendus. Mais ce n'est pas possible. Si c'était des Arabes, si c'était les Algériens, les Qataris, la France peut discuter. Mais ici, il s'agit de Noirs. Vous êtes congénitalement esclaves et soumis. Oui, mais Emmanuel Macron a déjà fait venir des chefs d'État africains en Oui, France. il les a fait venir en France. Il a discuté avec la jeunesse. Oui, c'est la preuve de ce que je dis. On les convoque, ils courent la queue entre les cuisses. Oui, chef, on est là, patron, comment? On fait comment? Et on leur dit ce qu'il faut faire. Tu appelles ça quoi? Que c'était une discussion d'égal à égal? Non. Non, je ne pense pas que ce soit, c'est une idée, mais je ne pense pas que la France elle-même soit dans cette logique. Non, pas du tout. Ce n'est pas sa logique. Et je ne crois pas que ce soit une nécessité pour nous, Africains, de demander, ou pour les pays de l'AES, de demander la tenue d'un tel sommet. Ce qu'il faut simplement, c'est, comme je l'ai dit, l'émergence d'une bonne mentalité accrue et en faveur de la défense des intérêts de nos pays. Simplement que lorsque l'agresseur vient, ou si vous voulez, l'étranger, entre guillemets, vient nous voir pour négocier avec nous, ça dépend dans quel état d'esprit nous trouve. Si vous venez nous trouver, parce que... Et puis je vais vous raconter une petite anecdote, si vous le permettez. Un jour, ça ne peut pas passer au Togo, un jour, j'avais un investisseur que j'ai amené dans un pays non loin d'ici, pour aller voir un haut responsable, et ce monsieur cherchait donc à faire des affaires dans le pays. Nous avons été voir le ministre qui est chargé donc du dossier, qui nous a renvoyé vers le directeur sectoriel avec qui il fallait travailler. Alors moi je suis parti avec mon ami investisseur pour voir ce responsable, ce directeur, et qui nous reçoit, qui dit bon voilà très bien, je sais que vous avez déjà vu mon ministre. Je sais que vous avez déjà parlé avec lui. Et maintenant, moi, ce que je vous demande simplement, c'est qu'est-ce que je gagne dans l'affaire. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis là pour quelques années. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on va m'enlever. Mais j'aimerais quand même avoir quelque chose, déposer un héritage pour ma famille et mes enfants. Donc, vraiment, donner, je vais signer. Et qu'est-ce que vous me donnez? Mais c'était pathétique parce que comment est-ce que quelqu'un dont l'État a payé les bourses, dont l'État a payé la formation, et que l'État a responsabilisé à ce poste pour repousser, parce que si le ministre nous envoie vers vous, c'est parce que le ministre te considère comme un filtre. C'est-à-dire qu'il t'appartient de bien lire le dossier et de voir si ce que nous proposons, est avantageux pour le pays. Non. Mais si toi qui constitues une barrière, non. tu tombes automatiquement, simplement en échange de ce qu'on peut te donner. Non. Donc le problème est à ce niveau. Oui, mais et puis il est profond. Pardon, Didier. Oui, mais tu as mal perçu le problème. Ah bon? Le chef sectoriel négocie pour le ministre. Tu n'as rien compris. Non, le chef sectoriel négocie d'abord, le ministre. Peut-être que c'est stratégique. Parce que le ministre ne peut pas se rabaisser à ce marchandage. Il a des gens qui négocient pour lui. Le chef secteur négocie pour le ministre. Et tu dis, c'est dans un pays pas loin d'ici. Mais c'est dans tous les pays. Mais bien sûr. C'est dans tous les pays. Si tu connais un pays où il n'y a pas ça, là, donne-moi son nom. Oui, mais en tout cas, c'est pathétique et c'est déconcertant quand même. Effectivement, une anecdote quand même d'un grand investisseur africain qui faisait des choses extraordinaires dans un pays que j'ai visité. Je lui ai demandé, mais pourquoi il ne duplique pas cette expérience dans d'autres pays? Il me tient à l'écart, il me dit, mais il a apporté un tel projet en RDC et la première réponse qu'il a eue, la somme que les dirigeants, enfin à l'époque, ont voulu percevoir pour étudier le projet, c'était pratiquement la moitié de ce qu'il fallait investir. Si c'est la moitié, lui la chance. Si c'est la moitié qu'on lui demande, il a chance. Oui, mais et comment on va réaliser le développement du continent dans ces conditions? Mais chacun se développe dans sa poche. Voilà. Développement individuel du pays.
chacun a sa belle villa. C'est-à-dire que le rêve que tout le peuple doit rêver d'avoir de l'eau, d'avoir l'électricité, d'avoir les routes, d'avoir de belles habitations. Bon, comme on ne peut pas tout faire pour le peuple, chacun le fait pour lui-même. C'est fini, non? Mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Que faire alors, Didier? Non, ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Comment est-ce que vous pouvez sensibiliser non, mais devant les milliards de dollars sur sa table? C'est effectivement... non, mais vous parlez de milliards de dollars comme si dans les autres pays, en Chine, aux États-Unis, en France, comme si eux ils ne traitent pas les milliards de dollars. Ils s'en traitent. Mais ici, la différence, c'est leur mentalité. C'est-à-dire que c'est leur rapport avec ce qui est public, c'est leur rapport avec ce qui est administratif. Est-ce que Moi, je pense que c'est peut-être parce qu'il y a des garde-fous. Hein, non, il y a des mais même ici, il y a des garde-fous. Il y a une loi sur la corruption. Oui, mais il y a des protocoles. Mais pourquoi ce n'est pas respecté? Gilles, écoute, en Chine, aujourd'hui, corruption. Je parle des grands, je ne parle pas du petit fonctionnaire, du petit ouvrier, non. Corruption, ministre, machin. Mais on te prend, on te juge, si on te juge... Et puis c'est une balle dans la tête, on envoie la facture de la balle à ta famille pour rembourser. Parce que bien sûr. En Chine, c'est ça. Ou vous êtes pendu. Tu crois qu'on fait ça en Afrique 2 ou 3 fois et quelqu'un va voler encore 1 franc? Mais non, c'est ça. Tu parles. Mais ici, le type qui a beaucoup volé, qui est riche, c'est lui qui juge les pauvres. Mais c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas imaginer quel est l'effet négatif de la corruption sur un pays. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est très dangereux la corruption pour le développement d'un pays. Voilà pourquoi on ne s'amuse pas avec ce genre de choses. C'est-à-dire que les pays qui ont réussi à sortir de l'ornière ont toujours bien appuyé sur ce levier. Il n'y en a pas un seul. Lequel? Le levier de la lutte contre la corruption. Oui, mais sauf que votre sensibilisation ne me convainc pas beaucoup. beaucoup. Le corrompu, c'est le terroriste. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on doit mettre dans le même panier. Absolument. Le terroriste que tu as pris le fusil à la main là, c'est aussi le corrompu. Ils sont dans la même logique, détruire. Alors, si tu prends le terroriste, tu le fusilles, tu le juges, tu le tues, alors que le corrompu se prélasse dans ce qu'il a volé, eh bien, mon ami, tu n'as rien fait. Hein. Bonjour, Papa Sogoyou Kegewe. Bonjour à mon journaliste Gilles. Bien habillé, merci. L'autre co-débatteur, c'est Didier Alou. Les dirigeants de l'AES doivent doubler leurs services de renseignement, sinon les impérialistes ne baissent pas les bras. C'est M. Koto Ogou Béninois depuis Boaké en Côte d'Ivoire. Merci de votre participation. Bonjour Gilles. Mais Salut les invités. Boaké, il a de la chance. La dernière fois, c'est là-bas qu'on a fait le défilé de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il était aux premières loges. Tant que la France n'aura pas mis la main sur les biens des pays de l'AES, elle ne sera jamais tranquille car elle se sent humiliée. Bravo à Goïta. Les pays de l'AES n'ont qu'à faire attention car la France ne désarme pas. Merci Niwo TV et l'infatigable Sogoyou Kegewe pour sa disponibilité au service de la nation. C'est Mouye et Soham depuis Kara, les Iyo. Bonjour à tout le plateau, un bonjour spécial à monsieur l'ambassadeur, aussi aux co-débatteurs. Merci à vous, monsieur Gilles, pour le thème. La France ne cessera jamais sa manière de s'asseoir, ne changera jamais sa manière de s'asseoir, étant donné que son avenir est dans les ressources de nos États. Elle mettra tous les moyens pour revenir. Malheureusement, les Africains conditionnés par la France sont toujours dans nos États pour leur prêter main forte. Qu'ils sachent que dans l'affaire de nos États, il y a la main de Dieu. Longue vie à tous les présidents de l'AES et longue vie à tous. Au plateau, longue vie à Niwo TV, c'est Paul Tapsoba au pays des hommes intègres, c'est le Burkina Faso. Oui, ils sont nombreux, les Burkinabés à nous écrire. Les Nigériens également, bonjour Niwo Forum, c'est Ibrahim Balé Garba depuis Tibiri. Au Niger, nous saluons votre contribution pour l'éveil des consciences des Africains, pour vos réflexions pertinentes et pointues. L'Afrique tout entière comprend la marche du monde, même si certaines brebis égarées continuent à jouer le jeu des colonisateurs qui refusent à l'Afrique le droit de s'émanciper. Pour ce qui concerne le dernier complot au Mali, cela doit faire comprendre à la France que les temps sont révolus. Ils doivent changer de fusil d'épaule, sinon leur misère va s'accroître du jour au lendemain, une fois de plus. Merci et bon courage. Mais Didier, alors ça fait quand même 2-3 fois que la France se fait prendre
la main dans le sac dans ces affaires de complot contre les États du Sahel, d'abord au Burkina Faso. Tiani en parle régulièrement. Maintenant, Goïta sort une preuve. Est-ce que l'image de la France n'en pâtit pas? Non, eux, ils ne regardent pas leur image. Eux, ils regardent ce qu'ils peuvent gagner. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, face à l'uranium et les ressources minérales du Sahel, et n'oubliez pas qu'eux, ils sont dans un programme, hein, et tout ça a été élaboré depuis fort longtemps. C'est-à-dire que vous avez bien vu que malgré leur présence sur une dizaine d'années au Mali, le terrorisme n'a fait que s'empirer et descendre jusqu'au golfe du Guinée. Donc, eux, ils ne sont pas dans une... il n'y a pas une question d'image pour elles, c'est juste une question de prédation des ressources et par tous les moyens. Donc, il appartient aux Africains de se réveiller et de contrer la menace et de déceler tous les plans à chaque fois qu'un complot est organisé. Et comme ça a été le cas maintenant au Mali, donc il faut que, comme je l'ai dit tantôt, le Sahel, les autorités de l'AES continuent par garder les yeux et les oreilles ouverts pour contrer toute forme de complot qui pourrait donc les envahir. Bonjour Gilles, coucou, gentil aux panélistes. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, je commencerai tout d'abord par cet âge plein de sagesse pour qui veut l'entendre, qui disait, qui ainsi fera, ainsi recevra. Le régime d'Assimi Goïta a ouvert la boîte de Pandore et le voilà criant au complot à la moindre incartade. Gilles, ma question, si déstabilisation il y a, quel est le corps du délit? Je rappelle que le communiqué censé nous éclaircir n'a fait que ressasser exactement les éléments que nous avons déjà. Ali Adamou, depuis Ngigmi, au Niger. Oui, mais Ali Adamou a le droit de donner son opinion. Il parle de la boîte de Pandore. Bon, il aurait bien fait de nous éclairer sur cette boîte de Pandore que Assimi Goïta a ouverte. À moins que disons, sa révolte contre l'impérialisme, contre la domination et contre l'exploitation soit une boîte de Pandore. Si c'est ça, c'est vrai, puisqu'il a dressé tous les voleurs internationaux contre lui. Alors maintenant, quand le corps du délit, mais les gens seront jugés, c'est ce que j'ai dit et je répète. Personne n'a dit « Ah, tel est fautif, il faut le pendre ». Non, parce que si on avait la preuve qu'ils sont fautifs, on aurait même souhaité qu'on les pende. Ce n'est pas le cas. On les jugera et chacun se défendra. Alors mon frère Adamou, qui intervient depuis Ngingimi, je connais très bien Ngingimi, c'est dans la région de Difa. Et ce n'est pas du tout loin de la frontière avec le Tchad. Ça fait environ 1600 ou 1400 km de Niamey. Mais et justement, cette région de Difa, dans laquelle se trouve notre ami, je crois que cette région a été durement ravagée par le terrorisme. Donc je suis un peu étonné quand même qu'il puisse penser ainsi. L'affaire du terrorisme, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Maintenant, si c'est par rapport au complot, il parle, si c'est la tentative de déstabilisation qu'il appelle complot et qu'il appelle boîte de Pandore, eh bien, nous l'invitons à attendre la suite des événements pour être mieux renseigné sur ce qui se prépare. Mais une chose est sûre, les gouvernements de l'AES ne racontent pas des histoires. Quand ils vous disent que, quand le général Tiani dit ce n'est pas fini, vous voyez bien la preuve aujourd'hui. Donc, il faut garder les yeux ouverts. La lutte antiterroriste n'est pas une histoire d'amusement, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas une blague. Il faut continuer à rester éveillé. Excellent dimanche au plateau de New World Forum. Les Maliens impliqués dans la tentative de déstabilisation de leur pays ont déçu plus d'un. Même la dame est tombée dans la nasse. Actuellement, des milliers d'écoles ont ouvert au Mali. Tout ceci devait encourager à plus de patriotisme. Mais comme les impérialistes savent que les Noirs sont facilement manipulables, ils passent par eux pour noyer davantage nos pays, qu'ils soient sévèrement punis. Simlewa et so, à Wangelo, Kara, des Noirs facilement manipulables. Oui, ça c'est vrai. Depuis l'esclavage. Oui, depuis l'esclavage. En passant par la colonisation. La colonisation, oui. Malheureusement. Pourquoi est-il ainsi? Bon, il y a tout un facteur. Je pense que ça, on ne cessera jamais de le dire. Le noir est plus croyant, il est émotif. Et puis ensuite, il a été, avec la colonisation,
et les gens ont été formatés d'une certaine manière. Donc, et puis on a convaincu c'est délicat. On a convaincu le noir d'adorer un Dieu blanc. Dès lors que tu vois un blanc devant toi, tu as vu un Dieu, donc ce qu'il te dit, tu le fais. Donc tu ne peux être que manipulable. Le Dieu est blanc. Pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse ce que le Dieu veut? Hein? Donc je pense que tout ça est issu d'une stratégie mise en place. Je ne pense pas qu'il y ait un Dieu blanc, il y ait un Dieu noir. Et ça, c'est un autre débat, mais je ne pense pas que Dieu ait une couleur particulière. Bon. Mais les gens, effectivement, les gens ne savent pas que le colonialisme et le terrorisme, les gens utilisaient des méthodes très subtiles, que si vous n'êtes pas éveillé, vous ne pouvez pas le détecter. Donc les Africains ne sont pas éveillés, vous voulez dire? Mais il faut garder les yeux ouverts parce que quelqu'un qui veut faire de vos ressources la prédation, quelqu'un qui a été capable de faire du commerce triangulaire, quelqu'un qui a été capable de déverser le terrorisme chez vous et qui peut vous endormir facilement pour ramasser vos ressources, il faut être très vigilant. Bonjour, M. Gilles, et bonjour aux formidables invités, Papa Sogoyou, l'ambassadeur, et le grand frère Didier Alorou. Moi, en tant que Malien, je suis triste de voir et entendre cette information, mais ce qui fait plus mal, c'est de voir des Africains toujours dans les complots des Occidentaux pour nous recoloniser comme un militaire français a affirmé une fois à la télévision qu'ils ont des contacts avec certains militaires qui ont fait leur formation là-bas. Un exemple est l'un des officiers arrêtés. Il y a un qui vient de revenir divorcé de sa femme, qui est gendarme et ensuite porter ses enfants hors du pays. Ils ne vont jamais s'arrêter et nous ne devons jamais oublier. C'est Djibril Sissoko, citoyen de l'AES résident en Italie. Merci pour votre riche contribution. Cyril est de nouveau avec nous. Bonjour Niveau de Forum, bonjour Gilles Didier et son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, c'est Cyril depuis Paris. Ces récentes arrestations au Mali conduisent à deux constats. Un, les complotistes en Afrique continuent de sous-estimer les services de renseignement de l'AES. Deux, le Mali prouve une fois de plus qu'il a franchi un nouveau cap en matière de renseignement. Bravo à lui. Je vous souhaite un excellent dimanche et adresse mes salutations à toute l'équipe pour le formidable travail accompli. C'est Cyril qui nous a envoyé ce message. Les services de renseignement de l'AES sont si mûrs aujourd'hui qu'il ne faut pas craindre. En tout cas, les services de renseignement de l'AES sont mieux outillés qu'avant. Aujourd'hui, il y a une amélioration. Et ils sont bien renseignés. Quand vous regardez même avec quelle technicité ce complot a été déjoué et comment est-ce qu'ils ont eu les informations, qui sont mêlés, on vous parle de 55 personnes interpellées. Et que ce Yann Visilier qui sous le couvert d'une protection diplomatique, vous voyez, ça fait partie des subtilités dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui est venu comme diplomate, mais qui au fond est là pour autre chose. Et puis, il n'est jamais déclaré quelque part dans un document qu'il était en réalité un officier de l'armée de l'air française. Donc, voilà un peu comment les choses se passent et qu'il faut, comme je l'ai dit tantôt, que les gens continuent à garder les yeux ouverts. Reconnaissons quand même que, quelle que soit leur force, aucun service de renseignement n'est parfait. Il y a eu des attentats en Russie. Et quand même, vous connaissez les Russes en matière de renseignement. Il y a eu l'attentat du World Trade Center aux États-Unis. On est à la barbe de la CIA, de la NSA, du FBI, de tout le monde. Il y a eu des attentats en France. Et devant au moins 3, 4, 5 services de renseignement français sur le territoire français. Donc, aucun service de renseignement n'est parfait. Dans l'histoire du Mali, j'ai lu des choses et leur contraire. Certains jetaient des fleurs au général, qui est le chef des services de renseignement malien, que voilà, grâce à lui, on a démantelé un réseau. Et d'autres disent non, c'est plutôt lui qui n'est pas bon et ceci arrive. Donc, c'est pour rassurer tout le monde que rien n'est parfait. Et en matière de renseignement, nous tous, nous sommes des agents de renseignement. Si vous voulez que les services de renseignement de votre pays soient parfaits,
vous êtes tous des agents de renseignement. Donnez les informations à vos services de renseignement et ils vous protégeront en conséquence. Et particulièrement pour la lutte antiterroriste, tout citoyen est potentiellement un informateur. Tout citoyen, ce n'est pas pour rien qu'il y a des numéros verts un peu partout dans le pays. Pour qu'au cas où, surtout dans les villages, vous voyez quelqu'un qui débarque dans votre milieu naturel que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il faut cesser, il faut être curieux. Il faut que les gens commencent à être curieux de ce qui se passe autour de nous et dans notre communauté. Ce n'est que comme ça que nous pouvons aider les forces de l'ordre à prévenir les actes terroristes, les attaques. Bonjour Gilles, le Assimi Goïta de la modération. Un salut au doyen, son excellence Sogoyou Kegewe, et l'autre invité, Didier Alorou. La France est à l'agonie financière et cherche un moyen pour se rééquilibrer. Les pays de l'AES doivent s'attendre à une guerre longue, dure et farouche. Vive l'AES, vive l'Afrique, la patrie ou la mort. Nous vaincrons le panafricaniste depuis le ventre de l'OTAN à Madrid, Espagne. Bon, c'est revenu plusieurs fois. Moi, je voudrais questionner cette affirmation. La France a une difficulté financière. Tous les pays, on connaît aujourd'hui une période de vache maigre. Est-ce que c'est particulier à la France? Non. Tous les pays connaissent la période de vache maigre, mais le cas de la France est dramatique. De quelle façon? De la façon où le pays est endetté au-delà du raisonnable et aujourd'hui on est obligé de piocher dans les poches des citoyens pour colmater des brèches. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à fermer ces brèches, on les colmate. Tu comprends? Tu veux retirer un montant d'argent, tu dois payer quoi? Mais c'est-à-dire qu'on a mis des taxes et des choses inimaginables. Hein? Les services sociaux complètement réduits, la santé pratiquement oubliée. Donc, ce n'était pas ça la France que nous connaissons. Nous connaissons la France de l'abondance, où il y avait tout. Donc, aujourd'hui, la France a plus de problèmes que tout. Mais attends, ce qui se passe en France, aucun autre pays européen ne vit ça. C'est pourquoi je disais ici, mais comment un pays... La France n'est pas plus endetée que la Grèce. Mais la Grèce en est sortie. La Grèce a consenti les sacrifices qu'il faut. Non, vous parlez de la Grèce d'il y a quelques années, alors que là, on parle de la France d'aujourd'hui. Elle a consenti des sacrifices et elle s'en est sortie. Il faut un remède de cheval. En France, on veut préserver toujours les oligarques, les riches, et piller davantage les pauvres. Alors qu'en Grèce, quand des mesures dures ont été décrétées, mais ça a frappé tout le monde. Si la France acceptait aller prendre dans la poche des pilleurs, parce qu'il y a des oligarques français nationaux, hein, c'est de grands pilleurs. Hein. Ils pillent l'Afrique, ils pillent aussi les Français. Donc si on acceptait aller puiser quelque chose dans leur poche, la France peut faire chose, peut payer ses dettes. Hier, j'ai entendu quelqu'un qui disait que avec plus de 2400 et quelques tonnes d'or, si elle vendait 400 tonnes d'or, elle peut boucher les trous, mais elle n'en a pas l'intention. Elle veut plutôt appauvrir davantage les populations. Tu n'as pas vu des scènes où des étudiants allaient ramasser la nourriture dans les poubelles pour manger. Ce n'est pas ça la France que nous connaissions. Donc la France a des problèmes et comme toujours, elle croit qu'elle va les résoudre sur le dos des Africains. C'est ça le drame. Beauté. Agile et à toute l'équipe de New World TV, un excellent dimanche pour se joindre à vous dans cette messe dominicale d'éveil des consciences. Mes hommages respectueux à Papa Sogoyou et à Yaya Didier. Il trouve un joli prénom, Yaya. Allô, Didier. La tentative de coup d'État contre Assimi Goïta est une atteinte grave contre le Mali, mais aussi contre l'AES et contre les panafricains, contre l'émancipation de l'homme noir. Qu'à cela ne tienne, si les gouvernants de l'AES peuvent instaurer un État policier, qu'ils le fassent d'abord contre les déplacements suspects et contre les absences répétées des citoyens, d'un citoyen, et que les grands frères s'inspirent d'Ibrahim Traoré qui change la mentalité des Burkinabés grâce à l'immersion pratique obligatoire et qui montre que l'éveil n'est pas un slogan mais une discipline collective. Oui. Ils sont là. Bonjour le plateau. Merci pour votre émission qu'on attend toute la semaine. Je suis Blanche, mariée à un Togolais. J'ai mal d'entendre toutes les critiques formulées à l'égard des Noirs, car croyez-moi, c'est
croyez-moi, être émotif, manipulable, etc., ce sont aussi des traits du blanc. Il n'y a qu'à voir la folie qui règne sur les réseaux sociaux, sur de très nombreux sujets. La nature humaine reste la nature humaine partout. Bonne fin d'émission, Catherine, épouse d'un Togolais en Belgique. Mais moi, je partage parfaitement son analyse parce qu'on évoque souvent l'émotion comme contre la logique, mais l'émotion, c'est une forme d'intelligence extraordinaire. Non, l'émotion est contre la logique, c'est clair. Non. Bien sûr. L'émotion, quand vous êtes dans l'émotion, vous avez des difficultés à être stratégique et à opérer C'est l'émotion mal gérée. Voilà, l'émotion mal gérée. L'émotion peut se retourner contre la logique. Donc, je pense que... L'émotion elle-même... L'émotion... C'est une ressource rare. Qui vous dit que les Blancs n'ont pas d'émotion? Ils ont plus d'émotion. C'est eux qui pour prendre certaines décisions, il ne faut pas être dans un état émotif. C'est de la gestion des émotions qu'il s'agit. Certaines décisions. Pas les émotions en soi. Écoutez, notre climat et notre alimentation pimentée aident à augmenter nos émotions. Tant mieux alors. On est ouvert chaud, c'est le climat, et puis on mange aussi chaud. Donc ça ne devait pas être un défaut. Mais comme nous ne savons pas canaliser les émotions par rapport aux décisions vitales qu'on doit prendre pour nous-mêmes et pour notre pays, c'est là-bas qu'il y a problème. Ouais. Bonjour Plateau, je pense qu'il faut rectifier une chose. Ce n'est pas la déstabilisation du Mali, mais la déstabilisation de l'AES. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Ibrahim Abdou depuis Niamey au Niger. Ouais. Bonjour les trois sages de New World Forum pour l'Afrique où la mort nous vaincrons. Je voudrais bien que vous regardiez l'âge du français, celui des deux généraux maliens. Il ne peut plus, ils ne sont plus jeunes tout à fait comme il dit. Maintenant, ils veulent essayer nos âges signés IB illettré. Je n'ai pas bien compris. Bon. Pas très bien compris. IB illettré. Bonjour à tous. C'est lui-même qui s'appelle IB. Il s'appelle IB illettré. Pas de minerais, cadeaux, pas d'influence dans le Sahel. En plus, avec le temps, l'Afrique dira complètement non à la France, ce qui signifie que la montée en puissance de l'AES menace la survie de la France en tant que puissance. Donc Macron et compagnie feront tout pour vouloir revenir. Merci de votre contribution. Un message encore, on va conclure ici au plateau. C'est avec une spécialité que je salue, le plateau spécial de l'Afrique, avec ces grands hommes sur sa chaîne de commandement, du PDG jusqu'au planton, sans dire le nom du lion panafricain et modérateur du dimanche, Sogoyou Kegewe, que le gouvernement français et les officiers corrompus de nos États sachent que les services de renseignement de l'AES sont aujourd'hui plus de 70 millions de renseignants unis et fidèles à la nation et à nos grands hommes dignes. Si on atteint cet objectif, ce serait formidable. Ouais, c'est Amirou Sako depuis l'université de la colline du savoir à Bamako pour la suite de nos infos sur l'homme de la DGSE en France. Depuis son arrivée à Bamako, il y a plus d'un an, il est suivi depuis près par ses entrées avec la société civile et les partis politiques en plus. Il avait appelé plusieurs officiers qui ont laissé faire sans qu'ils le sachent qui avaient échoué. Bon, on comprend que l'homme manœuvrait depuis un an selon notre téléspectateur de Mali, Bamako. Nous arrivons donc à la fin du forum du jour. On salue Yabalo depuis l'Italie qui nous a écrit également. Je salue tous les panélistes. L'AES est actuellement dans une situation grave et ces actes seront déstabilisants pour l'équilibre de l'armée malienne. Normalement, selon moi, ils allaient les garder en résidence surveillée sans rien dire pour les enquêtes. Autrement dit, c'est une fuite en avant pour couvrir l'arrestation du Premier ministre Choguel Maïga. Bonne continuation, c'est Yabalo qui nous a écrit de Milan en Italie. On va conclure avec ça. Est-ce que finalement ces arrestations, ce sont quand même des officiers qui devaient servir dans les rangs du Mali? Est-ce que quelque part ça ne va pas laisser des traces dans l'armée? On va conclure avec ça, Diallo.
Je pense qu'ici, il y a nécessité que les gens soient convaincus de la nécessité de la lutte qui est en train d'être menée. Et que ce serait déplorable si les responsables, parmi les responsables même qui sont censés soutenir le peuple dans sa démarche, se retournent contre leur pays. Ce serait vraiment dommage. Mais je voulais dire aussi, avant de clôturer, qu'en réalité, les pays de l'AES font face déjà à beaucoup de pression extérieure. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense qu'il faudrait mieux gérer les pressions internes, c'est-à-dire ne pas laisser des fissures dans l'armée, impliquer donc toutes les composantes qu'il faut et que ce soit un travail collégial, que ce soit un travail collectif, que tout le monde soit associé. Qu'il faille garantir un certain nombre de choses pour la population, à savoir créer un couloir de débat et de discussion, créer des cadres de concertation où si les citoyens ont quelque chose à dire par rapport à la marche du pays, qu'on les reçoive là-bas et qu'ils en parlent sans difficulté, sans que cela soit perçu comme une offense pour le pays. En même temps, il faut travailler pour la bonne gouvernance, il faut travailler pour l'équité, pour une meilleure gestion, une meilleure redistribution des ressources. Et je voulais finir par le dernier sommet Poutine-Trump, si vous me le permettez. Vous avez vu avec quelle clarté et la façon dont le président Poutine est revenu sur la scène internationale. Pour ceux qui pensent qu'il était isolé, vous avez bien vu qu'il a pu rencontrer le président Trump. Il est même rentré dans son véhicule, ils ont discuté et qu'au sorti de ce sommet, vous avez bien vu que tout est arrêté sur ce que pense la Russie de la crise en Ukraine. Merci Didier Alao. Non, en ce qui concerne le Mali, je crois, comme je l'ai dit, on a arrêté des gens de valeur, des généraux, des colonels, des commandants, des soldats de rang. Ok, la justice nous dira s'ils sont coupables ou non. Mais aller faire des amalgames d'histoire, on veut camoufler l'arrestation de Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre. Je crois qu'on ne l'a pas arrêté pour terrorisme. Donc, c'est une autre histoire. Il ne faut pas mélanger les choses en désordre de cette façon. Peut-être la prochaine fois, nous en parlerons. Donc, Poutine-Trump, ben, les deux, il faut leur donner le prix Nobel de la paix. Parce que Trump veut vraiment la paix, Poutine veut la paix, mais il y a quelques agités, ceux qui profitent des milliards qu'on donne à Zelensky, là, qui disent non, la guerre ne doit pas finir parce qu'ils veulent encore ramasser des milliards. Ceux-là, ils sont dangereux pour toute la planète. Merci, Excellence Goyou Kegé. Nous arrivons à la fin de notre temps. Merci beaucoup à l'équipe technique, Moïse Deguino, Gildas Diamajako, Tataga, Hervé, Didier Sabon. Merci de votre aimable contribution. À très bientôt.